Automne 2015, dans une grande tour à New York, les boss de Fenway Sport Group se réunissent afin de parler de la situation de leur équipe. Tous savent qu'ils sortent d'une saison compliquée. Ils se sont trompés dans leur stratégie mercato, dans leur vision du football, du marché et surtout dans le profil du chef d'orchestre sur le banc. Souhaitant continuer leur approche statistique, ils mettent en place une étude de marché afin de connaître les meilleurs candidats possibles pour le prochain manager de leur équipe de football. Parmi les noms évoqués, un coche toutes les cases. Il est invité à un entretien qui permet à tous les partis de s'assurer qu'ils font le bon choix. L'entraîneur met alors quelques bases en place. Il souhaite avoir son mot à dire sur ce qu'il se passe en interne. Il veut retrouver une structure qu'il connaît avec une direction composée d'un directeur sportif à qui il peut parler au quotidien. Et surtout, il veut avoir un appui total. Un accord est trouvé entre les deux parties. Le coach devient le manager de Liverpool et se lance à l'assaut de nombreux défis afin de relever le club dont le potentiel était jusque-là inexploité. En quasiment 9 années en poste, il mènera son équipe au sommet du football national. Il apportera le premier trophée de Première Ligue depuis des décennies. Il fera s'élever de nombreux joueurs, notamment certains au rang d'icônes du club. Il fera grandir des jeunes pousses afin qu'elles deviennent des symboles de réussite pour les supporters et les jeunes du centre. Il tissera une relation particulière avec ceux venant au stade via son discours, ses célébrations ou autres. Et surtout, il les mènera au sommet de l'Europe. Son passage est plus que réussi. C'est l'exemple même d'une stratégie payante. Tous les observateurs sont fascinés par la construction du projet, par le virage pris après l'échec qui aurait pu mettre fin à tous les espoirs. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Fatigué par son poste, par ses années passées à la tête de l'équipe et sentant l'envie de prendre une bonne pause en tant que manager, il annonce officiellement la fin de son ère dès cet été 2024. Tu sentais depuis quelque temps que c'était en préparation. Lors d'une interview pour l'agrandissement d'Anfield, il évoquait déjà sa fin de poste. Mais cette fois, c'est réel. Cet été, Jürgen Klopp a dit au revoir à Liverpool en tant que manager. Il a utilisé les 6 derniers mois pour bien profiter de l'ambiance, de cette adrénaline et de tout ce qui entoure son poste afin de n'avoir aucun regret. Et l'histoire d'amour entre un club malade redevenu sain et un coach exceptionnel a pris fin de la meilleure des manières possibles. Enfin, presque. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Une page s'est tournée pour Liverpool. Un chapitre important de l'histoire du club a été terminé. Et cet été, il a fallu commencer à en écrire un nouveau. Comme la dernière fois, Fenway et la direction ont ressorti leur outil statistique, leur téléphone rempli de contacts et leur agenda bien occupé afin d'ouvrir les recherches concernant un coach qui leur conviendrait. Comme la dernière fois, ils ont recherché un homme capable de s'adapter à Liverpool, un coach qui pratique un jeu identifiable, énergivore, porté vers l'offensive, un coach capable d'aider ses joueurs à s'améliorer, qui n'a pas peur d'intégrer des jeunes, de les former afin qu'ils répondent aux attentes, un coach capable de gérer l'équipe sur le terrain, répondre aux attentes des supporters dans les tribunes et performer au maximum des capacités possibles. Tous ces critères sont similaires à ceux ayant mené à la nomination de Klopp. Quelques critères supplémentaires pourraient être cités comme la capacité à garder ses joueurs fit en dehors de l'infirmerie, mais ce qui est la plus grande différence entre les deux nominations, c'est que cette fois, ce n'est pas un manager qui est cherché, mais simplement un coach. La distinction est facile à comprendre si tu regardes la situation interne du club et les nombreux changements des dernières années. Si pendant longtemps la hiérarchie a peu été impactée par des départs, si ce n'est dans le staff technique de l'entraîneur, en quelques années, Liverpool a connaît une vraie instabilité dans sa direction. Entre le départ de Michael Edwards, le départ de son successeur Julian Ward, les fins d'aventure de Ian Graham et autres membres importants de la stratégie sportive de base, tu sentais que Fenway commençait à perdre les pièces les plus importantes dans la réussite des dernières années. Et quand en plus Jürgen Klopp annonce son départ, il est difficile d'être optimiste. Pourtant, c'est ce départ qui a permis à Fenway de se remettre en question et de recommencer à bâtir quelque chose de concret. En quelques mois, tout l'organigramme du club a été recomposé avec Mike Gordon, le président, qui décide de laisser un peu plus de place et de pouvoir à son nouveau directeur du football, Michael Edwards. Richard Hughes de Bournemouth est le nouveau directeur sportif, Julian Ward est le nouveau directeur technique et Pedro Marquez de Benfica devient le directeur de développement footballistique. Tous ces changements viennent appuyer deux choses importantes. Déjà, la direction retrouve quasiment tous les hommes forts des dernières années. Michael Edwards et Julian Ward sont de retour dans des rôles différents. Les deux étaient des hommes clés et leur retour n'est qu'une excellente nouvelle et une excellente chose à confirmer. La seconde, c'est que Fenway change de stratégie. Si ces dernières années, ils se sont concentrés sur le Liverpool, avec cet organigramme, tu comprends l'idée d'une expansion. L'objectif serait d'obtenir un second club d'ici peu. Les opportunités ne manquent pas, mais je pense qu'ils ne veulent pas se tromper et attendre la bonne. En quelques mois, Liverpool et Fenway ont pris un virage important et l'idée n'est donc pas de simplement trouver un remplaçant à Klopp. L'Allemand est littéralement
vraiment irremplaçable. Je pense que peu de personnes comprennent à quel point il était un profil rarissime, un coach avec un football heavy metal, capable d'accepter ses erreurs, capable d'écouter les critiques, avec une joie de vivre et une communication toujours soignée. Sa connaissance tactique et sa personnalité en faisaient déjà un homme rare, mais ce n'était pas les seuls domaines où il était un maître. Que ce soit dans le marketing, dans la transmission de ses connaissances, dans sa capacité à exploiter les forces d'un groupe pour les valoriser, il a mis une tempête à tous ses concurrents. Entre deux conférences dans des grosses entreprises, il établissait des partenariats commerciaux inédits à l'époque, il a révolutionné son poste en tant que manager accompli, et soyons clairs, aucun entraîneur actuel n'aurait pu le remplacer. Le club le savait. Son départ n'a d'ailleurs pas été une demande, c'est lui qui a senti qu'il ne pouvait plus donner son maximum, et quand bien même le retour d'Edwards a pesé dans la balance, il était primordial pour lui de s'éloigner un temps des terrains pour son bien-être personnel. Une décision pas facile à accepter, que ce soit pour les supporters ou bien même pour Fenway, qui a clairement compris qu'il tenait la poule aux œufs d'or. Son départ devait mener à des changements, et c'est ce qu'il s'est passé avec le nouvel organigramme opérationnel et évidemment le nouveau coach qui lui a succédé. Bon, j'ai déjà présenté la liste des critères de recherche un peu plus tôt. Le premier objectif est donc de trouver une poignée de coachs correspondant à cela et d'affiner au fur et à mesure la recherche via d'autres critères qui pourraient prendre de l'importance. Des entretiens individuels permettant de comprendre mieux l'identité du candidat ou bien même les retours faits par certaines personnes le connaissant. Dès le début de la recherche, une vingtaine de noms apparaissent dans le radar. De Michel à Gironne ou Rayola à Bournemouth. Tous ont un profil qui permet de voir un peu la panoplie des cibles. Et en resserrant les critères, en commençant les entretiens individuels, quelques noms commencent à sortir comme une évidence. Le premier, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler, c'est évidemment l'ancien de la maison qui est en train de tout casser en Bundesliga, Xabi Alonso. Une solution évidente qui est rapidement écartée lorsque l'agent du coach fait comprendre que l'Espagnol ne souhaite pas partir. Alors que la presse annonce une proximité avec le Bayern, Xabi sera forcé d'annoncer qu'il reste à Leverkusen. Et heureusement pour les Reds, la direction a déjà tourné la tête depuis un moment. Un autre nom apparaît comme une évidence, tellement que la presse annonce qu'un accord a été trouvé, et cela force le Portugais a lui aussi réfuté les faits. Ruben Amorim est annoncé de partout comme un deal quasiment conclu. Sauf que finalement, rien n'est fait. La direction n'estime pas le coach comme étant un profil qui correspond totalement. Il coche beaucoup de critères, mais que soit la faiblesse du championnat, ses idées tactiques et très probablement sa clause de départ, beaucoup d'obstacles viennent se mettre dans la route d'un accord. Pire, aucune réelle discussion n'aurait eu lieu, puisque son agent ne serait finalement pas venu pour lui, mais pour son joueur, Luis Diaz. Au final, dans l'ombre, Michael Edwards et Richard Hughes réussiront à convaincre tout le board qu'un nom serait idéal. Après leur accord, ils parleront directement au coach afin de savoir s'il est intéressé. En pleine course pour un titre, il demandera un temps de réflexion, le temps de gagner avec les joueurs unis derrière lui, puis il acceptera de commencer les négociations officielles. Son club se retrouve un peu piégé, mais lorsque l'annonce d'un intérêt de Liverpool pour Arne Slot devient publique, Feyenoord profite de sa position de force pour augmenter un peu les demandes. La direction de Liverpool finira par augmenter son offre, les deux clubs tiennent alors accord autour des 11 millions d'euros, et les deux clubs peuvent dire au revoir à leurs coachs respectifs dans une fin d'air spectaculaire pour les deux clubs. Arne Slot sort d'une période exceptionnelle où il a permis à Feyenoord de rivaliser avec les tops équipes de Eredivisie. Sous l'impulsion du directeur sportif qui a été longtemps admiratif de son travail, son nom s'est retrouvé sur la liste des profils à surveiller, son travail pour gérer l'après-Malasia, sa faculté à exploiter des joueurs comme Sinistera et autres a été grandement étudié par l'ancien de Bournemouth, qui a même réussi à intégrer certains du Feyenoord dans son équipe en première ligue. Le rapport statistique lié à l'étude de ses idées de jeu, sa gestion des joueurs et sa capacité à les aider à s'améliorer a été tellement impressionnant qu'il est rapidement devenu une piste principale du club. Pep Lijnders, l'adjoint de Klopp, a lui aussi impacté la décision puisqu'il connaissait le néerlandais, et si on se souvient de l'an dernier, ce n'est pas la première fois que l'Angleterre a entendu son nom. La première ligue avait failli le voir débarquer à Tottenham l'an dernier, et ça explique pourquoi les négociations ont été aussi dures, puisque suite à son refus, il a obtenu une prolongation qui a vu sa clause de 5 millions disparaître définitivement. Dans une liste qui comportait Ruben Amorim, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Andoni Iraola, Eddie Howe ou bien même Sebastian Hoeneß, c'est lui qui est devenu la priorité de Liverpool, par son jeu, par ses idées, son tempérament et sa vision du football. Un choix audacieux, puisque l'ancien de Feyenoord n'a remporté que 2 titres. Il n'a pas énormément d'expérience dans les clubs européens, il vient à peine de découvrir la Ligue des Champions, et quand bien même son aventure précédente à Rotterdam est tout aussi intéressante, tu pouvais avoir certains doutes qui auraient normalement dû l'écarter. Que ce soit en termes d'expérience, de trophées remportés, ou bien même de mentalité, on est un peu à l'opposé d'un Jürgen Klopp. Et pourtant, ça n'a pas découragé ceux qui poussaient pour que son profil passe prioritaire.
faire. Quand on connaît les mauvais résultats des coachs néerlandais en première ligue ces dernières années, des doutes encore supplémentaires auraient pu faire capoter le deal, mais cette signature montre la foi immense que le Fenway Group porte à la vie de Michael Edwards. Encore une fois, comme avec Klopp, ce choix est réfléchi, il est appuyé par des gens compétents, et cela permet de lancer officiellement ce nouveau cycle pour Fenway et Liverpool. Encore une fois, tu as des gens qui doutent, des gens qui n'y croient pas, et encore une fois, ce sera à l'entraîneur de prouver qu'il est l'homme de la situation par son travail. Et autant dire qu'au vu de ce qu'il s'est passé cet été, et au vu de ce qu'il va se passer au cours des prochains mois, il va en avoir beaucoup à faire. Bref, c'est la vidéo d'entrée afin de parler plus en profondeur de Liverpool d'ici quelques temps. Comme j'avais du retard, j'ai hésité, mais au final, je me suis dit que c'était ma chaîne, et je pouvais faire tout ce que je voulais. Étant donné que mon ordinateur est nul, j'ai pas encore la possibilité de faire des longs formats, donc en attendant d'avoir des revenus nécessaires pour changer tout cela, je vais continuer à casser mes grands formats en plusieurs vidéos de 10 minutes. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve d'ici peu pour parler de la suite, ciao.